Alors après, je ne dis pas que sur certains sujets, il ne faut pas être plutôt rupturiste, hein. Il y a des sujets sur lesquels je pense qu'en fait, la rupture un peu plus franche d'un coup peut être finalement la meilleure façon de faire adhérer. Parce que sinon, on va toujours avoir une comparaison avec un espèce d'entre-deux qui n'est pas très bon. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSAS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Mais bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Alexia qui est la DSI du groupe Centrimex. Bonjour Alexia. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Alexia, tu as été aussi DSI du groupe Occitanie pendant plusieurs années. Occitanie en Provence, oui. Occitanie en Provence, merci. et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que tu es DSI à Centrimex. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce que fait Centrimex qui est pas forcément connu de tout le monde? Alors, Centrimex est une société, ce qu'on appelle un transitaire, donc une société de transit. Le métier d'un transitaire, c'est d'offrir des services autour d'expéditions à ses clients. Donc, quand on parle de services, sont des services de type services logistiques, mais ce sont aussi des services en lien avec toute la documentation. Tout ce qui est transport international, c'est assez complexe sur ces aspects documentaires, sur des aspects légaux aussi, de respect des contraintes ou des exigences légales des pays, soit qui expédient, soit souvent destinataires. Il y a tout ce qui est relatif aux douanes, effectivement également. Donc, les contraintes douanières. Donc, le métier de Centrimex, c'est de coordonner tout ça. Donc, c'est pas un transporteur, c'est pas un logisticien pur et dur, mais c'est en fait une entreprise qui assure, coordonne tout un tas de services, soit directement, soit via des partenaires, des agents, pour suivre de A à Z une expédition confiée par un client d'un pays A à un pays B. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez pas d'infrastructure en propre de transport, mais Tout par à fait. contre, vous avez un travail de suivi, de gestion des prestataires, des fournisseurs, des risques pour que le projet soit de A à Z bien géré, quels que soient les imprévus. Voilà, avec en termes d'infrastructures, néanmoins des infrastructures d'entrepôt, parce que quand on effectue une expédition par un transport maritime via des conteneurs, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un conteneur complet en fait, hein, confié par un client. Donc, on va effectuer des opérations de groupage pour compléter un conteneur avec plusieurs expéditions confiées par nos clients. Donc, je prends un exemple, un client qui veut expédier 4 palettes ou 5 palettes du Havre à Dakar, va nous demander de prendre en charge cette expédition, mais nous, on va réceptionner les palettes dans nos entrepôts et compléter avec d'autres expéditions un conteneur pour que le conteneur soit le plus plein possible lors du trajet entre Le Havre et Dakar. D'accord. Donc vous avez quand même une infrastructure, mais une infrastructure, on va dire, limitée par rapport à Tout un à fait, transporteur traditionnel. OK. tout à fait. Donc Alors, aujourd'hui, Centrimex, j'ajouterais que ouais. Centrimex a une forte expertise sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, depuis plus de 70 ans, l'entreprise a développé cette expertise et est donc reconnue pour sa connaissance des pays d'Afrique de l'Ouest avec toutes les contraintes légales ou d'organisation qui peuvent se produire. Par exemple, il y a des pays qui ne peuvent pas être atteints directement
directement parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure portuaire suffisante. Donc, on va passer par des points intermédiaires. Donc, tout ça, c'est une connaissance que l'entreprise a développée, un savoir-faire pour lequel elle est reconnue particulièrement. Ok. Et donc, en rentrant dans le vif du sujet, donc si aujourd'hui c'est votre savoir-faire, que c'est un savoir-faire de gestion de partenaires, de fournisseurs, de déclaration, de douane, de documentation, la SI, elle est au cœur du modèle de la société. Bien sûr. Alors après, elle est au cœur et encore plus, je dirais, aujourd'hui, puisque en fait, on a une accélération de digitalisation, de dématérialisation aussi documentaire, qu'on a en particulier depuis la pandémie qui a démarré l'année dernière, mais clairement qui va apporter une vraie valeur ajoutée pour nos métiers. Historiquement, ce sont des métiers qui sont encore assez papier, assez voilà, parce que c'est des documents, par exemple les documents douaniers, on fait souvent appel à des documents originaux à la base. La pandémie a permis d'accélérer la dématérialisation parce que c'était un prérequis pour arriver à continuer à faire notre travail, notamment autour des documents. Mais c'est une vraie valeur ajoutée puisqu'on on va avoir aussi par cette dématérialisation une sécurisation des documents. Ça paraît idiot, mais un document officiel qui accompagne de façon, enfin, soit papier, soit même une simple numérisation, c'est falsifiable, entre guillemets, alors que quand on est sur des processus vraiment dématérialisés, avec des solutions technologiques qui sont faites pour, on a une sécurisation de bout en bout. Donc, c'est une sécurisation qui va aussi rassurer les instances locales, par exemple. Et donc, c'est une vraie valeur ajoutée pour certains organismes gouvernementaux, des organismes bancaires. Donc, c'est vraiment une valeur à l'entreprise. Ce sont pas des processus qui sont simples à dématérialiser du fait du nombre d'acteurs, mais par contre, on va pouvoir vraiment accélérer, apporter de l'efficacité, de la sécurité et se concentrer plus sur le business plutôt que sur des choses à moins forte valeur qui étaient historiquement plutôt papier ou une simple numérisation. Ok. Donc aujourd'hui, l'ASI ou en tout cas les systèmes d'information sont au cœur de l'entreprise parce que c'est vraiment très proche du cœur business. En plus, la pandémie accélère une digitalisation qui pouvait être un peu ralentie parce que extrêmement complexe, par exemple, à cause du nombre d'acteurs, du nombre de pays, de législation. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi les grands chantiers de digitalisation que vous connaissez donc, en plus de la numérisation des documents? Alors, donc, je dirais tous les chantiers de digitalisation en général. Hein. Donc, ça peut être documentaire, ça peut être de digitaliser des processus importants qui nous amènent à avoir de multiples acteurs. Bon, je prends un exemple. Quand on a un problème, un litige avec un client, on va solliciter beaucoup d'acteurs. On va avoir la compagnie maritime, on va avoir le port lui-même, on va avoir des sociétés de dégroupage, par exemple, à destination. Donc, on a plein d'acteurs différents et le fait de pouvoir avoir un processus complètement digitalisé où chaque acteur va finalement gérer le litige de façon très simple et fluide, ça permet de gagner du temps, d'être plus efficace aussi, donc de réduire la résolution des litiges par rapport à nos clients, donc qui au final va apporter de la valeur chez nous, bien sûr, mais aussi pour le client avec ce raccourcissement de délai.
Ça, c'est un exemple. Après, on a des processus de dématérialisation plus classiques, type facture. Hein. Donc ça, c'est présent dans beaucoup d'entreprises. Nous, en tant que transitaires, on manipule beaucoup de factures de transport, en fait, hein, de fret, puisque les transporteurs sont nos fournisseurs. Et donc, ils nous facturent des prestations que nous, on refacture aux clients. Donc, tout ça, ça fait qu'on manipule beaucoup de factures. Donc, ce sont des aspects importants, la dématérialisation de factures fournisseurs, la dématérialisation de la facture client, bien sûr, avec notamment des contraintes légales qui arrivent à horizon dans 2 ans, hein, en 2023. Donc, on ne va pas échapper à la règle. Voilà, donc ça, c'est un aspect. Ensuite, il y a un point important, la gestion, une meilleure gestion, une meilleure utilisation des données. Donc, tout l'aspect data, bon, là, on partait d'un niveau assez basique, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on maîtrise très peu la donnée. On a des données quand même très, très hétérogènes sur nos clients, sur les trafics qu'on peut avoir. Quand on dit trafic, c'est-à-dire un type par exemple, je vais vous dire le trafic qui concerne le riz entre l'Asie et le Congo, je dis n'importe quoi. Voilà, ça c'est un trafic. On exploite très peu ces données-là. Donc, un des chantiers importants, c'est d'arriver à construire un, hub de données, d'une part, à l'exploiter et à l'exploiter d'un point de vue notamment commercial, avec des solutions de type CRM, par exemple, qui vont beaucoup mieux détecter des problématiques qu'on peut avoir, des trous par exemple des trafics qui s'interrompent d'un coup, donc pour pouvoir au contraire être plus proche de nos clients, leur proposer des solutions lorsque leurs trafics ne sont pas pris en temps et en heure, ou parce que je sais pas, le service ou la cotation qu'on leur a proposée ne conviennent pas. Bon, voilà, il y a tout un tas d'informations. Comme on s'adresse à des agences qui sont réparties dans X pays, c'est très difficile à l'heure actuelle d'exploiter correctement la donnée. Donc, il y a un gros chantier sur la donnée. Donc, la donnée interne, mais aussi la donnée externe. Donc, bon, voilà, les compagnies maritimes, par exemple, vont fournir des données qui peuvent être exploitées aussi pour pour mieux cibler le service qu'on veut rendre à nos clients. Donc, des données de temps de trajet, de problématiques qu'on peut rencontrer dans certaines zones géographiques. Voilà, donc là, il y a de l'intelligence artificielle qui vient aussi là-dessus pour être plus à même d'exploiter ces alertes-là et donc d'offrir ensuite une meilleure réponse à nos clients. Donc ça, c'est un gros chantier aussi. Donc, pas mal de chantiers, des chantiers qui sont importants, des chantiers qui peuvent changer vraiment la trajectoire de l'entreprise dans sa capacité à proposer de la valeur et des services à ses clients. Comment, en fait, puisque c'est quand même un peu le cœur de la question, comment vous mettez en place cette transformation pour suivre un rythme entre les urgences que la pandémie vous a imposé, bien sûr, mais aussi voilà, le temps métier, la compréhension et le temps qu'il faut se laisser pour affiner la compréhension de nouvelles façons de travailler, etc., etc. Comment vous y prenez en termes de compréhension des problématiques, priorisation avec le codir, avec le métier? Alors, bon, moi, comment j'ai procédé, j'ai identifié, on va dire après les premiers mois, on va dire les 3 premiers mois de vie d'entreprise, j'ai identifié, à mon sens, les chantiers qui étaient prioritaires. Ça a été vu avec bien sûr notre président, mais aussi le comité de direction. Hein. Donc, une fois qu'on a ces priorités, en fait, voilà, je me suis engagée dans ces priorités-là, sachant que effectivement, comme vous disiez, la problématique, c'est à la fois de gérer des changements très profonds
parfois, donc des changements on ne parle pas que de technologie, hein, on parle au contraire de changements de façon de travailler, parfois des changements organisationnels, avec le courant, la vie courante qui continue quand même, avec les urgences qui sont liées à la pandémie, mais aussi depuis quelques mois, on va dire, ce qui est arrivé un peu en décalage, un impact fort sur la disponibilité du transport en général. Alors, le transport aérien, c'est certain, puisque le transport de fret aérien, s'est interrompu quasiment pendant quelques temps et a repris très, très partiellement pendant de nombreux mois. Donc, difficulté pour trouver des disponibilités. Mais sur le transport maritime, on fait face à une pénurie importante de conteneurs depuis des mois, avec une bataille permanente pour trouver de la place sur les bateaux, pour avoir on subit aussi des augmentations tarifaires énormes de la part des compagnies maritimes. Donc, au niveau opérationnel, c'est très compliqué depuis quelques mois. Et effectivement, dans ces conditions-là, le changement, il n'est pas facile à adopter. On a des métiers qui sont très sollicités pour gérer les urgences et qui sont donc forcément un peu moins disponibles pour absorber les changements. Donc voilà, il faut le faire intelligemment, il faut garder en tête les priorités, garder le cap et puis ajuster les dispositifs en sollicitant les bonnes personnes, mais pas trop de personnes non plus. Parfois, il faut décaler certains chantiers parce que, voilà, après, il faut être raisonnable aussi, hein. Si on n'a pas les conditions pour accompagner ce changement. Et bon, parfois, ce sont des gros changements, hein, je le répète. C'est pas la peine d'aller au casse-pipe directement. Donc voilà, il faut créer les bonnes conditions pour la réussite. Et par rapport à ça, donc vous avez dit plusieurs choses. Premièrement, vous avez dit j'ai priorisé les projets avec l'accord de mon président, mais du coup, cette priorisation des projets, c'est quand même vous qui avez fait cette équation de priorisation à la base. Ouais. Et là, la relation entre le collectif ou pas, de savoir si c'est une équation qui permet de dire OK, ces projets-là, ils sont prioritaires parce que c'est la DSI qui le dit, ou est-ce que c'est par rapport au métier qui le dit? Non, non. Alors moi, je suis une DSI qui est très métier en fait, hein. J'ai un background métier, donc les priorités pour moi de la DSI sont les priorités de l'entreprise. OK. Et j'ai la chance de pouvoir de par mon passé, j'ai fait 8 ans de conseil en supply chain, donc les métiers de la logistique, ça me parle un peu. J'ai la chance de pouvoir OK. comprendre facilement ces enjeux. Donc clairement, moi, les priorités que j'ai proposées sont des priorités qui sont en lien avec les métiers directement. Sont des priorités qui sont notamment qui placent le client au cœur de la transformation. Voilà, la valeur, c'est d'abord le client, c'est aussi la valeur pour l'entreprise en général, se focaliser sur justement la valeur ajoutée plutôt que sur des choses qui sont finalement plutôt à faible valeur ajoutée, de la saisie, des doublons, voilà. Donc ça parle beaucoup à pas mal de monde. Donc voilà, c'est pour ça que bien sûr ça a été une proposition, mais c'est quelque chose qui avait l'adhésion complète des OK. autres directions métiers, hein, tout à fait. D'accord. Et le second point que je voulais mieux creuser ou comprendre, c'est aujourd'hui, la situation actuelle a fait que en fait, les projets sont plutôt limités en termes d'exécution par le temps que le métier propose, mais pas forcément par rapport au budget ou par rapport au chef projet. En fait, c'est la Tout à fait. ressource critique Oui. reste l'expertise métier. Oui, la ressource critique reste la partie métier. Alors après, au niveau de la DSI elle-même, enfin voilà, j'ai aussi complété l'équipe pour être capable de mener ces chantiers, hein, qui sont des chantiers nouveaux par rapport à tout ce qui était fait avant.
Donc voilà, il y avait besoin également de monter un peu le niveau de ressources en quantité, mais aussi d'intégrer certaines compétences qui n'étaient pas forcément présentes jusqu'à présent. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été fait. Mais clairement, la ressource en général, enfin, je pense dans beaucoup d'entreprises, hein, c'est toujours le point limitant. Et en cette période assez inédite, ça l'est encore plus. Après, j'ai la chance d'être quand même dans une entreprise qui est volontaire. Les personnes sont volontaires. Elles ont compris les enjeux et l'intérêt que ça représentait pour elles. Donc vraiment, il y a il y a une mobilisation importante et absolument pas bon, bien sûr, c'est un changement, mais absolument pas de frein plutôt lié à j'ai juste pas envie de le faire. Hein. C'est réellement, on va dire qu'il y a quelques personnes qui sont les plus impliquées. Donc, c'est pour ça que la ressource, ça peut être un problème, hein, le niveau de ressources. Mais en essayant de répartir, moi, ce que j'ai essayé de faire selon les sujets, de répartir un peu la charge, de ne pas impliquer toujours les mêmes personnes. On y arrive et voilà, on s'adapte aussi par rapport à cet environnement. On arrive à tenir le cap et puis bon, voilà, même si on décale d'un ou deux mois certains sujets, c'est pas dramatique non plus. On a déjà des chantiers qui sont en place, qui sont visibles. Voilà, moi je suis très adepte de la technique des petits pas, donc montrer qu'on avance, que ça apporte une valeur, c'est la meilleure façon aussi de faire adhérer aux initiatives qu'on peut avoir. Alors après, je ne dis pas que sur certains sujets, il ne faut pas être plutôt rupturiste. Hein. Il y a des sujets sur lesquels je pense qu'en fait, la rupture un peu plus franche d'un coup peut être finalement la meilleure façon de faire adhérer. Parce que sinon, on va toujours avoir une comparaison avec un espèce d'entre-deux qui n'est pas très bon. Donc, sur certains sujets, on va plutôt avoir une approche rupturiste et voilà, ça se fait de concert hein, avec les personnes métiers qui sont impliquées et qui finalement ne voient pas bien l'entre-deux. Donc l'option rupturiste, elle peut être intéressante. Elle reste intéressante, je pense, sur certains sujets. Ok. Il y a donc, dans tous les cas un pilotage de la ressource métier par rapport à sa contrainte opérationnelle qui doit être fait. Donc, ça nécessite une communication, j'imagine, en continu avec les directions concernées. Tout à fait. Au niveau de j'imagine, vous avez une activité où il y a un vrai savoir-faire qui est complexe dans la compréhension des flux, etc. Comment vous avez réussi ou vous êtes en train de réussir sur l'année à comprendre toutes les spécificités métiers, les workflows métiers, où en fait ces workflows sont liés à une très forte expertise et que ça prend du temps pour que le métier, qui souvent ne l'a pas forcément écrit, capitalisé, pour le rendre, on va dire, accessible. Comment vous êtes pris pour arriver à formaliser ce savoir-là? Alors, déjà, j'ai passé du temps sur le terrain. Hein, voilà, moi, je suis très proche des personnes. Voilà, sur un sujet ou un autre, quand la question se pose, je vais me mettre à côté de la personne et je vais comprendre comment elle travaille avant tout, parce qu'en fait, la réponse, notre réponse, elle doit être une réponse par rapport à une problématique qui se pose au jour le jour. Et donc, il n'y a rien de tel que de se mettre à côté de la personne et comprendre ce qu'elle vit au quotidien pour lui apporter la meilleure réponse. Donc, ça, c'est un premier point. Et voilà, ça a donné lieu à certains alors, je dirais pas que ce sont des projets, mais sur certaines, on va dire, remises à niveau, certains plans d'action sur des domaines bien précis. Après, j'ai également lancé une initiative de remise à plat des process de fonctionnement, donc les process métiers.
Ça, c'est Ça vient de vous, ça vient de la part du DSI qui met alors, un workflow. c'est quelque chose qui vient dont on a discuté dès mon arrivée avec le président. Donc, il y avait un vrai besoin pressenti. Après, matériellement, avec pas forcément la réponse à comment le faire. Donc voilà, moi en fait j'ai lancé avec bien sûr son adhésion totale et l'adhésion de la DRH, parce que c'est aussi un sujet souvent qui va, qui va avoir des impacts potentiellement côté RH, un sujet sur les process et ce chantier en fait vise à déjà formaliser les façons de fonctionner, les harmoniser, parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec au fil du temps, il y a effectivement une grosse déperdition de connaissances et il y a des variations ou des connaissances incomplètes qui vont s'installer avec du coup des habitudes de travail pas forcément idéales. Donc, ça, c'est formalisation, harmonisation et derrière, digitalisation. Parce que pour moi, un point important, c'est d'avoir accès à la connaissance facilement, de façon rapide. C'est-à-dire qu'on n'y passe pas. Enfin, moi, je crois pas du tout à la Bible de 150 pages qu'on donne au nouvel arrivant. De toute façon, il va, il va regarder la Bible en question et puis il va la refermer tout de suite. Hein, il va pas avoir envie d'y aller, ça c'est clair. Un nouvel arrivant chez nous, on va lui demander d'être opérationnel assez rapidement. Donc en fait, le côté digitalisation de connaissances, il était aussi important. Et donc, avec ce chantier, on a pu travailler sur aussi des choses beaucoup plus des vidéos, des checklists simples pour vérifier que la personne a bien compris les points clés, voilà, des petits quiz. Donc ça, ce sont des choses. Alors c'est quelque chose qui prend du temps. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de spécificités métiers. Donc j'ai une personne qui s'y est attelée depuis le début de l'année et qui n'a pas encore fini, mais c'est en bonne voie et là, on va le matérialiser par des parcours de, d'intégration en fait, mais aussi de remise à niveau. Parce qu'en fait, pour intégrer une nouvelle personne, il faut qu'elle ait un petit package à sa disposition, un package de connaissances, mais il faut aussi qu'on puisse remettre à niveau en quelque sorte les personnes existantes avec des pratiques harmonisées. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aussi. Et ça, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup à l'entreprise. J'étais encore la semaine dernière en déplacement en agence et je me rends compte en fait à quel point la connaissance s'est perdue. Parce que voilà, les opérationnels sont pris énormément à 100% par leur job. Donc, il y a un nouvel arrivant qui arrive, il se débrouille, on va dire, et il se débrouille en captant des bribes de connaissances, mais absolument pas de façon exhaustive. Donc, la C'est des partie… enjeux Ouais, IT, enjeux RH et enjeux métiers qui sont les trois confondus, enfin tout à confondus, fait, mélangés pour que ce soit exactement. vraiment des directions au final. Exactement, Ok, exactement. Donc ça, c'est c'est clair. vraiment un enjeu clé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui viennent vous voir en vous proposant des nouvelles solutions à implémenter qu'ils ont vu votre? On n'est pas encore à un stade de maturité ou des gens qui ne recherchent pas trop ça? C'est assez rare, en fait, mais ça arrive. Alors, notamment, ce qui peut arriver, c'est par le biais de contacts avec des compagnies maritimes ou avec des clients. Parfois, les clients vont nous dire: ah ben, j'utilise telle solution pour le suivi de mes expéditions avec telle ou telle société. J'aimerais bien qu'on la teste ensemble. Voilà, ça peut arriver. Maintenant, c'est quand même assez rare
parce qu'encore une fois, on n'avait pas forcément cette culture et ce niveau de maturité dans l'entreprise. Après, il y a des métiers où c'est plus le cas. Je dirais que par exemple sur la finance, bon, je travaille beaucoup avec la directrice finance qui, elle, a cette sensibilité. Bon, là, on n'est pas sur des choses, on est moins sur des choses liées au métier en tant que tel, enfin notre domaine, notre secteur d'activité. Mais par contre, sur les métiers finance, clairement, ça va vite parce que voilà, c'est une personne qui a déjà aussi implémenté ce genre de choses, enfin en tout cas eu à participer à ce genre de projet par le passé. Voilà, donc il y a quelques personnes sur lesquelles les idées ou les sollicitations plus en lien avec des solutions peuvent arriver, mais c'est encore très ponctuel, on va dire. Ok, donc c'est vraiment plutôt dans un sens où vous comprenez les processus métiers, vous regardez les incohérences, vous en parlez avec eux et ensuite vous allez rechercher soit des solutions qui existent, que vous avez déjà en interne et qui ne sont pas répliquées sur ces workflows-là, Mm. soit aller chercher des nouvelles solutions. Et dans ce cadre-là, quand vous allez chercher de nouvelles solutions, comment vous y prenez pour que le métier, avec un temps limité certes, mais aussi une importance clé qui soit de A à Z dans le projet. Est-ce que vous faites des démos, des solutions avec lui dès le début? Est-ce que vous faites d'abord vous une présélection? Comment Alors, vous ce que je fais effectivement en général, c'est que quand je dis je, c'est mon l'équipe? équipe, débroussaille le terrain. Parce que en fait, souvent, quand on attaque un sujet, ben, il y a une foule de solutions qui peuvent répondre aux besoins. Donc, on fait pas une shortlist, mais on se dit, voilà, concrètement, par rapport aux besoins que j'ai entendus, les priorités, c'est ça, ça, ça. Je fais un tour du marché. Et par rapport à ça, on va le partager avec le métier en disant, voilà, on a vu ce type de solution, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui finalement serait plus adapté d'après vous aux besoins? Et voilà, on avance par étapes. Quand on rentre dans une phase où on a un nombre de solutions plus raisonnable, on va dire pour un sujet donné 4-5 maximum, ben là, on a un petit groupe de travail avec quelques personnes du métier qui vont assister à des démos, poser toutes les questions vraiment directement en lien avec le métier et puis nous aider vraiment dans la sélection finale. Voilà, donc c'est comme ça qu'on procède effectivement et ça se passe bien parce qu'en fait les opérationnels sont plutôt soulagés en termes de charge parce que si on avait dû le faire dès le début, ben, ça serait quand même une charge conséquente, mais ils participent quand même pleinement à la sélection sur des solutions directement ciblées. Donc ils n'ont pas l'impression de perdre leur temps, on va dire. Oui, bien sûr. Et au contraire, ils arrivent voilà, toutes les solutions sont intéressantes. Ils voient que des spécificités. OK. Ouais. Très, très, très intéressant. Sur la partie gestion du temps métier qui est super difficile, j'imagine, à gérer. Comment vous vous assurez? Est-ce que c'est tous les mois que vous faites un petit update du temps que les gens vont pouvoir passer en termes métier? Comment ça se gère? Parce que j'imagine quand il y a 3-4 projets, c'est pas très compliqué d'avoir cette information-là, de la tenir à coin. Ce qui est difficile, c'est quand il y en a pas mal en parallèle. Est-ce que vous avez eu cette problématique-là ou pour l'instant, elle est pas si complexe que ça pour vous? Alors non, en fait, bon, c'est pas formalisé vraiment dans ces termes-là. En fait, ce que j'essaye de faire déjà, c'est de ne pas faire porter par la même personne trop de sujets. Donc, c'est pour ça que je disais, j'essaye de répartir les sujets. C'est-à-dire que si j'ai, je sais pas, un commercial qui participe à un projet, je vais essayer de ne pas le solliciter sur un autre projet, mais plutôt un profil similaire. Bon, voilà, c'est ce genre de choses. Et ce que je vois aussi avant, c'est aussi je valide avec la personne et aussi son management, sa capacité à faire le projet, parce que
la volonté, elle est toujours là. Mais après, voilà, moi, je ne veux pas mettre les personnes en difficulté. Même quelqu'un qui est la meilleure personne pour un sujet, si ça va le mettre en grande difficulté, c'est pas le but en fait, hein. Et de toute façon, ça sera pas positif parce que quand on n'est pas disponible pour un projet, on va mal vivre le projet, alors que c'est pas l'idée, hein. L'idée d'un projet, c'est d'apporter de la valeur et du positif à la personne notamment. Donc voilà, donc ça, c'est pas formalisé avec un décompte du temps, pas vraiment, mais je dirais que c'est une évaluation concertée qui se fait avec la personne sur sa capacité, quelle est sa capacité, qu'est-ce qu'elle peut dégager comme temps. Et ensuite, voilà, on ajuste par rapport à ça. Ok, donc c'est le mois prochain par rapport au planning, etc. Je pense que j'ai 3 demi-journées, 4 demi-journées, et en fonction de C'est ça, ça. vous réglez l'avancement du Ouais. projet là-dessus. Voilà, et puis, ou alors, on essaye de se mettre, on négocie, on va dire. Il y a en fait, sur un projet, c'est pas linéaire, hein, le temps qu'on va demander à un métier. Donc, souvent, c'est pas chaque semaine le même temps. Ça va être beaucoup à la première phase, peut-être un peu moins sur une phase intermédiaire. Et bien après, on va avoir des, des, des sprints avec voilà, des itérations où on aura quand même besoin d'un peu de temps pour visualiser ce qu'on a fait, ajuster, enfin tester, ajuster. Donc voilà, c'est pas linéaire, c'est un peu ça qui est compliqué. Et nous, le temps opérationnel n'est pas linéaire non plus, hein, malheureusement. Voilà, donc on essaye d'ajuster au mieux par rapport à ça. Voilà, ce qui compte, c'est de garder le cap et d'être clair sur, effectivement, comme on dit, ce qu'on attend de la personne, en fait. Ok. Donc, c'est un pilotage en continu pour être toujours dans la bonne exécution au niveau du temps et des contraintes de chacun. Mm, Et ça rend complexe, mais aussi intéressant les projets. tout à fait. Aujourd'hui, comme ça, vous avez combien de projets en parallèle? Je dirais que des gros projets, on en a peut-être 5-6. Alors, quand je dis des gros projets, c'est vraiment Oui. des projets qui vont solliciter le plus de ressources. Après, on a plein de petits sujets. Et c'est ça qui est peut-être le plus difficile à piloter, parce que les gros projets, c'est très clair. Il y a un début, il y a plusieurs phases, on est assez clair. Sur les petits sujets, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est plus éparpillé. Donc, et là, on en a plein de petits. Parce que malgré tout, alors c'est pas des sujets forcément de transformation, mais c'est des sujets souvent de remise à niveau de notre système, l'équivalent de notre ERP, où il y a une grosse remise à niveau à faire et où on avance petit à petit. Voilà, mais alors ça, ces sujets-là, en fait, on a toujours un pipe de moins d'une dizaine de sujets, mais qui sont plus difficiles à quantifier, plus difficiles à, à Drive. libérer au niveau ressources. Voilà. Et après, on a des sujets de fond, nous, quand je dis nous DSI, on a des sujets de fond aussi. Par exemple, quand on parle de transformation, on a besoin d'avoir une architecture digitale, on va dire. Et ça, historiquement, c'était pas le cas du tout. Donc, ouvrir l'architecture, c'est un travail de fond qui se fait pas en un claquement de doigts. Donc voilà, il faut préparer l'architecture pour accueillir les différentes solutions qu'on va avoir, le faire facilement. On a des chantiers de remise à plat, un peu enfin voilà, notre performance de notre infrastructure. Notre infrastructure est complètement sous-traitée, hein. Elle est sous-traitée auprès d'un infogérant. Mais voilà, on a aussi des chantiers de remise à niveau avec des migrations technologiques. Voilà, un pilotage de performance globale de notre infrastructure qui passe par différents sujets.
qui sont liés aussi à des besoins de renforcer la sécurité sur certains aspects. Voilà. Et un point dont on n'a pas parlé aussi qui est important, c'est que sur tous les chantiers, tous les projets, toutes les priorités identifiées dans notre plan, il y a aussi la question de est-ce que c'est une solution, est-ce qu'on prend une solution du marché ou est-ce qu'on développe la solution? Ça, c'est aussi, je pense, une question clé. Qui n'est pas toujours facile à trancher, mais qui est une question clé parce que ça peut aussi faire notre valeur ajoutée, ça peut être un élément différenciateur par rapport à la concurrence. Et donc, il faut bien se positionner là-dessus. Il y a des endroits où je pense qu'il faut mieux garder, donc c'est des choix qu'on a fait, il faut mieux garder la maîtrise en interne, le développement interne, soit parce que le sujet est assez, on va dire, à géométrie assez variable. Donc, on ne va pas trouver forcément une solution pour y répondre. Donc, tout de suite, ça complexifie les choses. Soit parce que ça peut être une vraie valeur, effectivement, par rapport à nos concurrents, ça peut être une valeur ajoutée. Si on prend une solution du marché, eux, ils peuvent prendre la même. Donc, on n'aura pas forcément cette valeur-là. Et ça, je pense que c'est aussi particulier au contexte de la taille de Centrimex, qui est une société, c'est une grosse PME, 300 personnes. Les sociétés de notre taille, il faut qu'elles arrivent à faire la différence par rapport à des sociétés, des grosses sociétés. Et je pense que la différence, elle peut venir aussi d'éléments différenciateurs de ce type-là. Parce que là, du coup, on est sur une opposition en builder buy. Est-ce que, parce que vous l'aviez dit aussi au tout début, je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes termes, mais la façon dont vous assemblez des briques peut vous rendre aussi complètement différenciant et innovant. Ce n'est pas forcément d'avoir une brique à vous qui fait, parce qu'il y a des briques qui sont assemblées plus ou moins bien, plus ou moins bien intérables avec des données qui là-dessus. Est-ce que vous avez vu aussi penser l'architecture comme ce que vous êtes en train de faire pour qu'il y ait cette interopérabilité, ce côté Lego qui vous permet de rebondir et d'être beaucoup plus agile que Exactement. une structure un peu plus importante. Exactement. Et ça, moi, je l'ai déjà expérimenté par le passé. Clairement, pour moi, l'architecture, c'est vraiment un point clé de la réussite d'une transformation. Clairement. Si en fait, on n'a pas pensé l'architecture pour être interopérable, brancher facilement des solutions, intégrer facilement des solutions, en fait, on va galérer, pour être clair, et on n'arrivera pas à atteindre l'objectif. Donc ça, clairement, pour moi, les aspects d'architecture sont des prérequis, alors qui se font plus ou moins facilement, dépendant de ce qu'on a, de l'existant. Mais voilà, ça faisait partie des choses à réfléchir et à faire évoluer en chantier de fond, parce que de toute façon, ça sera utile pour tous les projets qu'on est en train de faire. Ben ouais, clairement, aujourd'hui, en fait, votre principale infrastructure que vous mettez en place, c'est une infrastructure pour intégrer toutes ces solutions et les changer. C'est de l'API management à un niveau de sécurité, d'interopérabilité, etc., de haut niveau. Et aujourd'hui, c'est l'équipe, votre équipe de DSI qui porte en fait ces enjeux d'architecture, ces enjeux de compréhension de workflow métier, ces enjeux d'organisation. Elle est composée de quel type de profil? Alors, ce sont des profils plutôt, on va dire, plutôt techniques à la base, soit avec des compétences de développement web, soit avec des compétences de développement plutôt sur du SQL ou du Oracle, parce qu'on en a. Donc, notre système métier à la base, il est basé là-dessus. Et donc, c'est indispensable d'avoir les deux qui communiquent bien. Après, ce que j'ai aussi intégré un peu plus dernièrement, ce sont des profils aussi avec un œil métier.
parce que pour moi, les deux sont très importants. C'est-à-dire que la technique est au service du métier. Donc, faire on va dire, proposer une solution technologique si on n'a pas compris les enjeux métiers, en général, on tombe à côté. Ou alors, en tout cas, ça ne prend pas. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une solution, mais qui ne prendra pas parce que dans la vie de tous les jours de la personne, ça ne va pas du tout fonctionner. Voilà, donc c'est pour ça je pense que un mix dans une DSI, un mix de profils ou de compétences, en tout cas, ce n'est pas forcément des personnes différentes, mais de compétences, métiers et techniques, c'est indispensable. Ok, je prends le point. Il faut un bon mix et ensuite, bien sûr, en fonction aussi des personnes que vous avez dans l'équipe quand vous arrivez, vous les faites grandir sur des compétences où ils doivent se former pour pouvoir avoir un peu ce côté. Les Américains disent des profils T-shape. Ils sont ils sont généralistes sur beaucoup de choses. À un moment donné, ils se spécialisent dans quelque chose, mais c'est important d'avoir les deux, une spécialisation, mais aussi Oui, une compréhension globale. oui, exactement. Ouais. C'est tout à fait ça. Donc, mais c'est vrai que dans des sociétés à taille humaine, c'est encore plus indispensable parce que on peut pas. Enfin, je pense que dans des grands groupes, il y a une possibilité peut-être, et encore, je suis pas forcément pour, de siloter des profils plus métiers ou des profils plus techniques. Mais moi, je suis complètement d'accord. Il faut avoir, je pense, les deux, avec une majeure, donc métier ou technique, mais une sensibilité qui fait qu'on se comprend facilement et on perd pas de temps en fait. Hein. C'est encore plus vrai dans des sociétés de la taille de Centrimex, clairement. Ok, super, Eka. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux éléments qu'on a évoqués? Je pense que oui, il y a un point dont on n'a pas parlé qui est vraiment, à mon sens, indispensable dans la transformation, c'est les aspects de communication. En fait, on communique jamais assez, ou en tout cas de façon assez ciblée. Et typiquement, faire comprendre, parce que la transformation, ça peut être aussi quelque chose qui fait peur aux personnes. On est en interaction, enfin moi je suis en interaction permanente avec un certain nombre de personnes, mais pas non plus en permanence avec toute l'entreprise. Si en fait on communique pas, ça peut être perçu, les projets peuvent être perçus comme oulala, quelque chose qui va être complètement à côté de la plaque ou qui potentiellement va remplacer mon job. Voilà, enfin il y a un peu toutes les peurs qui arrivent quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc je pense que la communication c'est vraiment un enjeu important dans un projet de transformation. Communiquer au bon niveau, hein, parce que le but c'est pas d'en faire non plus des tartines sans arrêt, parce que là en fait les gens ils vous écoutent plus au final. Mais voilà, à bien cibler de façon efficace, notamment directement par des petits webinars ou ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment clé pour la réussite et surtout l'adoption des changements. Ok, mais la DSI meilleure communicante dans le sens positif du terme, c'est-à-dire être dans la pédagogie de l'état d'avancement des projets, des difficultés, des points d'attention sur la direction générale, sur les directions métiers, mais aussi sur des key users qui ne sont pas dans les projets, parce que pour ne pas les solliciter, mais pour qu'ils puissent avoir un droit de regard sur comment ça avance, c'est un des enseignements dans les interviews que j'ai fait qui est clé de faire en sorte de créer des petits séismes dans l'entreprise en continu sur ces projets-là, mais pour éviter de se prendre un mur plus tard ou un effondrement parce qu'en fait, on est passé à côté de quelque chose, parce qu'on est passé à côté de personnes ou que des personnes ont senti qu'ils n'étaient pas non plus incorporés dans le projet, alors que factuellement parlant, tout le monde aurait aimé qu'ils y soient, mais le temps et les priorités ont fait que ce n'était pas le cas. Alors après, c'est pas forcément incorporé dans le projet, mais c'est déjà de planter, on va dire semer des graines
pour le changement. C'est-à-dire que voilà, quand les personnes ont déjà une idée de ce qu'on est en train de faire, de ce qui va arriver, on a quand même fait un bout de chemin. Si en fait on attend juste d'avoir, ça y est, concrètement, c'est en train d'être mis en place, ça peut être subi comme brutal et justement, on n'a pas fait attention à mes problématiques. Là, quand on communique un peu en continu sur des sujets, ils ont tout le loisir de poser leurs questions, leurs interrogations. Et je pense que ça instaure un dialogue qui est très sain pour la réussite de changements structurants comme ceux qu'on est en train de faire. Super. Je pense que ce point était un bon point de conclusion. Parfait. Merci Alexia, merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Bon, mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec Alexia. C'était super intéressant de pouvoir faire ce bilan avec elle sur toutes ces expériences. Comme toujours, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn ou à le faire passer à vos collègues. Allez, ciao!